de Dijon, professeur. Exactement, quelle est votre matière précise? En droit public et en finances publiques. Non, ne partez pas, rien de tel. À l'heure du BN, extraordinaire. Mais vous avez le droit de parler en public, tout à fait ici. Bon, nous vous écoutons, cher Patrice, sur gouvernance et finalité. Du reste, c'est marqué ici en grand. Voilà. À vous. Merci Benoît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre attention et surtout, vous êtes formidable de vous concentrer comme cela et surtout pour terminer une journée, je dirais non, parce que tout fait que commencer sur la notion de droit public et de finances publiques, mais pas que. Donc merci au CEP de ces formidables journées dont on ressort vivifié, grandi et avec plein d'espérance. Et c'est en cela qu'il faut écouter et être attentif à tout cela. Donc alors, gouvernance et finalité. Alors gouvernance. Il y a gouvernance européenne, de la gouvernance européenne à la gouvernance financière, de la gouvernance de l'eau à la gouvernance des territoires, de la gouvernance sociale à la gouvernance économique, de la gouvernance des entreprises à la gouvernance d'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la notion de gouvernance, on la retrouve conjuguée à tous les temps, dans tous les domaines. Et ce mot gouvernance, qui est très à la mode, donc ce gouvernance est partout, en réalité elle est partout, mais le mot n'est pas récent. Donc ça vient du latin, et ce sera le seul mot latin. Mes notes en latin n'étaient pas extraordinaires, donc ce sera le seul que vous aurez. Ça vient du latin gubernare, qui signifie diriger un navire, être pilote d'un navire, et c'est il y a un lien très étroit avec la notion de gouvernail, donc voilà, gubernare. Alors la gouvernance, donc j'appuie là-dessus, non c'est là-dessus, voilà, non c'est là, voilà. Le plan que nous allons aborder. Alors la gouvernance, on ne commande bien que ce que l'on a bien défini au départ, et là je donnerai une définition classique, celle qui vient à l'esprit, que nous préciserons un peu plus avant. La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles et des organes de décision et de surveillance qui permettent d'assurer aux citoyens le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une organisation, qu'elle soit publique, privée, nationale, locale et internationale. Bref, rien n'échappe à la gouvernance. Selon The Governance Institute, qui a été créé en 1998, la gouvernance a pour objectif de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés de façon objective, que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. C'est tout un programme, hein. C'est tout un programme. Utopia. Ah non, maintenant j'en connais un. Alors, avant 80, le mot gouvernance existait aux États-Unis. Donc on retrouve en 1980 la notion de gouvernance au sein de ce qu'on appelle the corporate governance. C'est en somme tout un dispositif de réflexion autour de la gouvernance d'entreprise, tourné vers le libéralisme, vers une meilleure gestion des moyens, meilleure gestion du personnel. En 89, aux États-Unis, on a cette gouvernance traduite autour de the good governance. The good governance, ça a été institué par les systèmes financiers mondiaux, le FMI, mais également repris par la BERD, la Banque européenne de redressement et développement, ce qu'on appelle la banque Attali, lorsqu'il s'est agi pour ces organisations d'envisager une aide financière aux pays en voie de développement. Le mot good governance a été avancé à ce moment-là pour obtenir toutes les garanties d'une réorganisation de ce pays vers une bonne gouvernance économique en échange des milliards que l'on leur a prêtés. Puis en 1995, vous avez the global governance, qui est la gouvernance globale. Je traduis facilement. C'est une gouvernance qui, cette fois-ci, est appliquée aux sociétés, internationales, qu'elles soient financières ou qu'elles soient productives de biens. Et de fil en aiguille, eh bien, en 1990, on retrouve en France la notion de gouvernance. Et en France, cette notion de gouvernance résume le passage
auquel tout le monde souscrit. La notion de gouvernance, ça ne peut que plaire. Le passage de quoi à quoi? Le passage de techniques classiques de gouvernement, de type vertical, vers une nouvelle méthode de gouvernance horizontale et transversale. Donc ce passage en 90 est un passage absolument fondamental. Et on voit bien que les orientations de la gestion du pouvoir ne sont pas les mêmes. Il y avait verticalité, il y a désormais horizontalité et transversalité. Alors, dans cette introduction, plusieurs questions se posent. Le mot gouvernance n'est-il qu'un mot qui chante? Bernanos disait qu'il y avait les mots qui chantent, il y a les mots qui parlent. La gouvernance n'est-elle qu'un mot qui chante, qui partira aussi vite qu'il est arrivé? Les implications du mot gouvernance, si douces, si démocratiques et si accueillantes, en réalité doivent être acceptées sans réserve et sans retenue. Les formes classiques de gouvernement auxquelles on était habitué sont-elles à ce point obsolètes aujourd'hui pour qu'il faille les abandonner si rapidement? Pourquoi et comment cette notion s'est-elle développée si vite et si facilement? Autre question, ne doit-on y voir qu'un effet de mode ou au contraire le signe, et je le dis sans embâche, le signe non pas d'une évolution, le signe non pas d'un changement, le signe d'une mutation. D'ailleurs, j'ai mis des petits papillons, je n'avais pas pensé, tiens, des petits papillons, une métamorphose. Et alors, quelle différence y a-t-il entre une évolution et une mutation? Il y a toute la différence. L'évolution souligne une continuité, il y a une compréhension de la part du citoyen, une mutation met en place une rupture. Avec une mutation, ce qui était n'est plus. Pourquoi? Le cas échéant, l'abandon d'un État vertical dont on a pourtant souhaité, à grand renfort, en 1789, de tout ce que l'on souhaite. Pourquoi cet État, qui vient du latin status, ce qui est, il n'y a pas plus absolu en langue latine que status, comment se fait-il que cet État vertical, aujourd'hui, si attendu en 1789, aujourd'hui, est-il à ce point obsolète pour qu'il faille y renoncer? Alors, nous allons voir dans un grand 1 la gouvernance, une source de déclin du principe traditionnel de souveraineté étatique. Nous allons voir dans un premier temps la gouvernance comme une notion apparemment fuyante, source d'illusions. Alors, il semblerait que la gouvernance sonne le glas d'une ancienne forme d'État vertical, d'État souverain, d'État unitaire. Nous avons posé des questions, il faut y répondre. Comment l'État a-t-il pu si facilement, sciemment, accepter la notion de gouvernance, au risque de se perdre lui-même? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, tout simplement parce que l'environnement est un environnement aujourd'hui qui est très favorable au remplacement de la notion de gouvernance par la notion de gouvernement par la notion de gouvernance. Nous avons vu merveilleusement, dans toutes les conférences qui ont précédé, au fond, la place de l'humain dans un ensemble. Nous sommes interrogés sur, au fond, quel est le rôle de l'humain. L'humain agit-il pour lui, ou agit-il au contraire dans le sens de la foi? Doit-il s'oublier lui-même pour mieux se remplir du bon Dieu? Ou au contraire, tout ce qui lui a été donné par amour doit-il être utilisé par lui à des fins égoïstes? On se rend compte que l'environnement aujourd'hui dans lequel nous sommes est un environnement qui ne peut pas faire autrement que d'amener le citoyen, et moi le premier, à accepter la gouvernance, à courir après et à fuir la notion de gouvernement. Quels sont ces éléments favorables? Tout d'abord, je les listerai. Le culte de la personne. Il ne faut que du particulier. Il ne faut que de l'unité. Il ne faut que des citoyens isolés qui ne croient qu'en eux-mêmes, qu'ils n'aiment qu'eux-mêmes. Et donc, puisqu'il n'y a que des unités, il y a autant de vérité et d'unité, et donc
la notion de groupe, la notion de souveraineté ne peut pas se greffer à un environnement comme celui-ci. Deuxième élément, la survalorisation des droits. La logique, comme disait l'excellent professeur Xavier Martin, la logique du droit revendiqué plutôt que celle du devoir accompli. J'y ai droit. Je mets en avant mes droits, ces droits doivent être adaptés à ce que je suis, à ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est moi. Donc, ces droits doivent être un absolu. Les devoirs, je ne veux pas en entendre parler. Troisièmement, l'illusion du pouvoir personnel par le surdimensionnement de l'information. On peut être partout, on peut aller sur Mars, on peut aller en Russie, on peut parler russe alors qu'on n'a jamais parlé russe en ayant des avatars, par exemple, dans un certain nombre de jeux. Surdimensionnement de l'information, et là l'erreur et l'illusion, c'est que l'information n'a jamais donné le pouvoir. J'évoquerai cela lorsqu'il s'agira de parler de la gouvernance parlementaire, lorsque j'évoquerai du Parlement. Je suis resté quelques 9 ans, mais vous avez 9 ans, vous y restez 48 heures, même à mi-temps, vous avez compris. Hein. Vous avez une individualisation à outrance des services et de l'offre de services. Le service doit être adapté, mais à outrance, ça ne flatte que l'administré, que l'ego de l'administré. L'administré se sent le premier et j'ai encore un droit à avoir ce service adapté. C'est la libéralisation de l'homme par l'illusion de se détacher de tout ce qui est asservissement. Mondialisation des échanges, rendant au fond relatif toute légitimité du pouvoir national. Quelle est aujourd'hui la place de l'État unitaire et souverain lorsque l'on dit qu'aujourd'hui les échanges sont mondiaux? Lorsque l'on dit que le pouvoir n'est plus dans l'État, pourquoi obéirais-je à un État qui aujourd'hui n'a absolument aucune place dans un marché mondial? Développement également sur la fiabilité du politique à résoudre les difficultés qui touchent le citoyen. Au fond, le politique est un homme avec ses travers, avec ses égos, avec ses faiblesses, avec ses envies, avec ses passions. Mais moi, citoyen, je n'ai pas envie d'avoir de telle personne à gérer mon intérêt. Non, parce que la solution qu'on donnera à mes problèmes dépend trop d'une personnalité. Pour moi, je ne peux pas faire confiance à cela. Le sentiment d'une distension entre l'administré et les représentants, le développement au paroxysme des notions de liberté et d'égalité. Plus gravement, et là la gouvernance plonge ses racines dans cet environnement, plus gravement, c'est une méfiance progressive de l'homme quant, au fond, à la valeur de l'homme. L'homme voit dans l'homme, finalement, un élément d'aide, un élément d'écoute ou un élément d'asservissement. Et la gouvernance profite de tout cela. On a également, dans cet environnement, je le fais à la Prévert, persistance de nombreuses difficultés qu'aucun gouvernement n'a réussi à résoudre et donc qu'aucun État ne peut résoudre. Les États sont incapables de solutionner quoi? La faim dans le monde, les maladies, les guerres larvées ou non, la répartition des matières premières, la crise financière de 2008, sujet de laquelle on pourra... je réponds à toutes les questions. Poser des questions, je réponds à toutes les questions. La crise financière de 2008 et le réchauffement de la planète. Bon, je réponds à toutes les questions, je n'insiste pas. Et également, dans cet environnement, la mondialisation des réseaux face à laquelle le citoyen n'a plus aucun contrôle ni aucune emprise. SFR ne fonctionne plus, ou Bouygues ou autre. Puisque c'est comme ça, je m'en vais de chez vous. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a aucune espèce d'importance. Un part des centaines de millions arrive. Instantanéité des réponses, c'est la DSL, ça. Je veux, j'ai. Alors lorsque l'on demande à l'État unitaire, régler le souci qui me touche de près. Ah oui, non mais vous comprenez, nous ne sommes que des êtres humains, on ne peut pas apporter de solution, il faut attendre. Là, il y a un décalage. En somme, l'humain est incapable d'être à la hauteur de ce que la technique permet dans l'instant, dans le réel. Et puis, le temps n'a plus, du coup, la même durée. Le temps n'est que la succession d'instants que l'on consomme. Il n'y a plus de patience, ça n'est plus du tout le même sens. Alors, vous voyez, chacun de ces éléments que j'ai relevés comme ça rapidement, chacun de ces efforts déployés qui n'ont rien du hasard.
le mot hasard, et on l'a vu magistralement avec nos amis qui sont intervenus, le mot hasard, le mot paradoxe, sont deux mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire, et c'est déjà fait. Chacun de ces efforts déployés vont tous les deux, tous dans le même sens. Tout d'abord, la fragilisation de l'État, dans son unité, dans son autorité, dans sa souveraineté, dans son pouvoir, dans ce qu'il est, dans ce qui fait le titre 1 de la Constitution. La France est une et souveraine, mais également remise en cause de la verticalité dans les rapports, dans l'autorité, dans « on me dit, j'obéis ». Et deuxièmement, fragilisation de l'État, mais c'est également par l'habitude de ces déceptions du citoyen dans l'État, c'est la défiance du citoyen à l'égard du gouvernement, c'est-à-dire à l'égard de ce qui fait le gouvernement, c'est-à-dire non seulement l'institution, mais aussi l'action qui consiste à gouverner. Mais ça, et encore, ça, je dirais, c'est rien. Par rapport à ce que l'on peut constater par ailleurs, plus gravement, le doute à l'égard du gouvernement, de l'État va plus loin. Cette fois-ci, le gouvernement étant un ensemble... Alors là, je vous mets les... Voilà, non, c'est là, le temps que je m'habitue. Le gouvernement, c'est un ensemble d'hommes, c'est un ensemble d'humains qui cherchent, autant que faire se peut, une meilleure solution aux problèmes humains. Donc, si l'humain et le gouvernement ne sont pas aptes à remplir les attentes, ça veut dire que l'on a cette fois-ci une totale défiance à l'égard de ce que représente l'homme, de ce que représente la personne, de ce que représente l'humain. À quoi faire? Eh bien, à trouver des réponses à des solutions aux problèmes que l'on a. Seulement l'environnement que l'on vient de voir, c'est un environnement qui est fabriqué. Ça signifie que le citoyen se pose des problèmes totalement illusoires qu'on lui crée, comme c'est comme de la publicité. Une entreprise n'est pas sûre de vendre son produit, elle fait de la publicité, elle vend le produit. Ces problèmes sont illusoires. Le souci, c'est qu'un gouvernement ne répond pas à des problèmes illusoires, donc les réponses du gouvernement ne sont pas adaptées aux réponses qu'attend le citoyen. Alors, toutes ces attaques en règle contre la verticalité, contre cette vieille, je dirais, ce fossile de 1789 qu'est l'État ou le gouvernement, sont sous-tendues par un ensemble d'illusions. Ces illusions, c'est tout d'abord le premier, eh bien, les choix collectifs ne sont plus affaires de politique. Les choix collectifs ne sont plus affaires de politique, car le politique ne peut... La gouvernance de l'eau, merci Benoît, les politiques ne sont pas aptes à répondre, donc le citoyen se dirige plutôt vers des solutions techniques. Ce n'est plus une affaire de politique, c'est une affaire de technicité. L'État devient un acteur parmi d'autres. L'État n'a plus cette place première que l'on avait lorsqu'on évoquait l'unité et la souveraineté. L'État est un acteur parmi d'autres. Les autres, ce sont les entreprises, ce sont les ONG, ce sont des associations, ce sont des personnes aussi bien publiques que privées. Et on assiste à la disparition progressive de cette différence entre le public et le privé, comment? Encouragée par des formes très libérales de l'économie. L'accord collectif prime sur celui rédigé par quelques-uns. On débat Davos. On débat, on arrête, on s'étripe, et au fond, on est content, on a trouvé une solution. C'est un moindre mal, mais au moins on a échangé dans l'horizontalité, non plus dans la verticalité imposée, dans l'horizontalité choisie. L'imposition d'une domination de personnes ne coïncide plus désormais avec le fondement des sociétés contemporaines. L'illusion que l'humain seul est extraordinairement puissant. Si l'humain est puissant, il n'a besoin de rien, donc il faut l'écouter. La souveraineté, dès lors, sujette à caution, et l'État doit, sous la pression, procéder à un décloisonnement public-privé. Le gouvernement impose une nouvelle transversalité, et vous verrez l'écho de cela dans les domaines des collectivités territoriales, des finances publiques, de l'administration de l'État et de la gouvernance européenne. Le pouvoir n'appartient à personne, donc certainement pas un gouvernement, encore moins un président de la République, mais à un groupe de personnes.
L'État doit désormais composer avec d'autres instances. L'indépendance de ces instances, mise en avant, viennent équilibrer la subjectivité d'un gouvernement, viennent équilibrer ce que le citoyen redoute dans l'homme qui gère et qui impose, c'est-à-dire l'égoïsme, la subjectivité. Regardez autour de nous, regardez. Et puis, finalement, au fond, la capacité d'arbitrage requiert aujourd'hui une crédibilité que dans la mondialisation que l'on sait, dans le cadre que nous avons tracé, une crédibilité que l'État n'a aujourd'hui plus du tout. Donc, ça ne crée pas l'ambiance tout ça, mais donc, vous voyez, ces efforts déployés en ce sens fragilisent toujours un peu plus l'État dans sa verticalité. Cet État qui, aujourd'hui, finalement, semble sortir tout droit des grottes de Lascaux, même si ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Finalement, 2 siècles après la Révolution, ce fameux État, ce status dont on parlait tout à l'heure, qui s'est substitué à un autre absolu, la nation, aujourd'hui, cet État semble être l'objet de toutes les attaques possibles, aussi bien en interne qu'en externe, européen et international, voire mondial. Et là, au fond, on peut se poser une question. Comment un État peut-il sciemment, volontairement, organiser sa propre perte? Est-ce possible? Les choses sont-elles suffisamment mûres aujourd'hui, depuis 1789, pour qu'il faille assister à la fin de ce que l'on appelle l'État? Ça a coûté cher. Finalement, la gouvernance apparaît comme consensuelle, comme un bien fondé indiscutable. Et je dirais qu'avec la gouvernance, et je vais vous le démontrer, le dire ça n'a aucune espèce d'importance, il faut le démontrer, nous étions dans une période organique. Eh bien, il faut être humble et l'humain ne se comprend pas si on ne prend que l'humain, une vision organique du monde. On ne force pas la nature à être heureuse malgré elle, parce qu'elle est dotée de pouvoirs propres et qu'il faut respecter cette dimension-là. Cette dimension organique a été, vous le savez, et le professeur Xavier Martin le développe merveilleusement dans ses ouvrages, remplacée par une vision très mécanique de l'homme. Il n'y a qu'à Faucon. Il suffit de bien penser pour changer les choses. C'est la chimie des sensations, c'est Voltaire, Diderot, tout cela. Bien, je crois que cette vision mécanique, maintenant, est remplacée par autre chose. Je crois que c'est une ère qui n'est pas terrible. J'y ai pensé hier dans le train. C'est une ère un peu gouvernique. Voilà. Alors, ce bonheur virtuel immédiat que le citoyen attend ne peut plus être proposé par l'État. Le citoyen a en tête l'image d'un monde apaisé, réconcilié, respectueux des individualités, respectueux de ce qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement extraordinairement fort et intelligent qu'on ne peut que le respecter. Il est impensable que quelqu'un puisse déclarer une guerre contre quelqu'un d'autre, puisque l'humain est merveilleux. Donc un État qui s'engage dans des guerres, évidemment, c'est antinomique, ça ne va pas dans le sens de cette bonne conscience internationale que l'on développe. Il y a 3 conséquences à cela. 3 conséquences. La première, eh bien, gouverner ne serait aujourd'hui plus l'art imparfait et décevant de la maîtrise des attentes et des passions. Mais ce doit être la gestion rationnelle, objective, sans autorité arbitraire d'individus en quête d'un même bonheur que l'État est incapable de lui donner. Nous sommes dans une période de mutation. Je disais récemment, j'étais de temps en temps, j'y suis allé une quinzaine de fois auprès de préfets pour mettre en place les schémas départementaux de coopération intercommunale. Et ce que je dis à nos collègues des administrations, je dis, le plus dur dans ce qui est en train de se passer, ce n'est pas de comprendre ce qui se passe. C'est une question de pédagogie, c'est d'admettre ce que l'on a compris. Comprendre, c'est la raison. Admettre, c'est la fait. On peut comprendre sans admettre, ce n'est pas un problème. Deuxième problème, l'incapacité de la part de l'État à répondre aux attentes du citoyen, des attentes diffuses, des attentes confuses, parce qu'ils ne se comprennent que par l'affectif,
quand on lui demande aux citoyens d'expliquer avec des mots, non, ça va sans dire. On lui dit ça va mieux en le disant, mais non, ça va sans dire. Et comme chacun est pétri de la même conviction, il n'est pas nécessaire d'expliquer avec des mots. Eh bien, l'incapacité de l'État à pouvoir répondre à ces attentes de citoyens diffuses et confuses, parce que illusoires, eh bien, amène l'État à s'interroger à la question de savoir comment s'adapter, au fond, à ce qui est en train de se passer. Mais comme nous sommes dans deux dimensions différentes, l'État ne peut pas s'adapter à cela. Mais ce qu'il y a de plus grave, dans tout cela, c'est que finalement, et on va le voir à travers 4 domaines, jusqu'à maintenant, le gouvernement, c'est qui fait quoi? C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont censées avoir de l'empathie et qui cherchent la meilleure solution possible pour l'administrer dans une mission d'intérêt général, de service public. Et un gouvernement a ses faiblesses, mais a aussi cette priorité d'aider l'humain. Ça, c'est un gouvernement. Autrement dit, qui va faire quoi? Mais le quoi peut être imparfait. Eh bien, si le quoi est imparfait en instant T, on va chercher un autre quoi. L'humain va chercher l'adaptation. Autrement dit, l'humain va chercher à être intelligent. La seule forme d'intelligence, c'est la notion d'adaptation. Le qui fait quoi? Ce à quoi nous sommes en train d'assister à travers cette négation de l'État, à travers ce rejet de ce qui est dans l'homme, c'est-à-dire la subjectivité, fait qu'aujourd'hui, ce qui compte, ça n'est pas qui, c'est le quoi. C'est la technique, c'est le territoire, c'est ce qui est observé mécaniquement qui va qui. Ça veut dire, et c'est cela la gouvernance, nous sommes en train d'arriver dans une nouvelle ère de l'asservissement de ce qu'il y a de plus noble dans l'humain, c'est-à-dire l'adaptation et le choix, au service de la chose. On constate une chose, un domaine, un territoire, et on adapte le savoir-faire à la chose. Si l'humain n'est plus adapté à la chose, on garde l'humain qui cherche autre chose? Non, on change l'humain. Ça veut dire que l'humain se trouve sous la chose dans la gouvernance. Et vous allez voir jusqu'où cette notion est déjà plus qu'avancée dans 4 domaines. Donc, ça, notion de gouvernance, méthode d'organisation ou de prise de décision par laquelle de multiples acteurs, publics et privés, aux objectifs différents et aux intérêts parfois contradictoires, parviennent à des solutions mutuellement satisfaisantes à l'issue de négociations. Là, le gouvernement est complètement rejeté. Méthode permettant qu'une solution, même non satisfaisante, reste malgré tout un moindre mal. Le moindre mal, c'est que surtout malheureux, que le gouvernement ne vienne pas se mêler de cela. C'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible, mais ça nous a permis d'échanger et de débattre. Autrement dit, d'être entre nous. L'horizontalité, non plus la verticalité. Le gouvernement se caractérise par des formes horizontales d'interaction entre acteurs qui sont suffisamment, ces acteurs, indépendants les uns des autres pour qu'aucun ne puisse imposer une solution au groupe, tout en étant suffisamment interdépendants pour qu'ils soient tous perdants si aucune solution n'était trouvée. La gouvernance est son propre acteur. Nous avons entendu ce matin magistralement dans la langue, il y a deux procédures, il y a deux étapes. Ici, il y a l'idée et la traduction. Le mot gouvernance est à la fois l'idée et la traduction de l'idée. Ça veut dire qu'elle est en soi, elle dégage un pouvoir incroyable. Elle est autonome. Cette gouvernance, c'est donc, vous la voyez, une source de déclin organisé de cette notion désormais obsolète de la notion d'État. Raison, question. La gouvernance au service d'une nouvelle forme de gouvernement, et cette fois-ci, je le dis sans embâge, en guerre, tout comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, un nouvel gouvernement en guerre économique, financière et budgétaire.
Je n'ai pas apporté parce que j'étais à Rennes et que c'était un petit peu lourd, mais nous venons de rédiger un ouvrage avec un colonel, avec un gendarme, avec un capitaine de gendarmerie qui est spécialiste de la cybercriminalité. Donc, dans mes missions que j'exerce en tant qu'officier de réserve de gendarmerie dans ces domaines-là, on a démontré dans cet ouvrage que nous étions véritablement bien en guerre économique, budgétaire et financière. Ce transparent-là est un transparent qui est très riche d'enseignements. C'est un document qui nous avait été, je vais vite, distribué au Sénat lorsque nous y étions en 92. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en 92, c'était la part qui avait été renouvelée, mais c'est un document qui avait été distribué en 89, en 1989. Ce document était distribué à tous les parlementaires pour expliquer la mise en place de l'Union économique et monétaire. Je dis bien Union économique et monétaire, pas Communauté économique européenne. Mine de rien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Première phase, 1990-93, 94-98, seconde phase, 99-2001, troisième phase. Ce sont les 3 dernières phases de la mise en place de l'Union économique et monétaire. Les 3 dernières. Ça signifie, au fond, et c'est ça la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire que je m'attache au matériel et non pas à l'humain. Dans la notion de gouvernance, vous avez un élément très important qui s'appelle la programmation. Ça signifie tout simplement qu'en 89, on savait exactement, matériellement, mécaniquement, ce que serait l'environnement européen financier, et on parle de gouvernance européenne, de gouvernance financière. Si la fin de la 3e et dernière phase est le 31 décembre 2001, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le lendemain, le 1er janvier, on a les mêmes références cinématographiques, le 1er janvier 2002, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère budgétaire, financière et économique. Retenez cela lorsque j'évoquerai avec vous une loi fondamentale qu'on appelle la loi organique relative aux lois de finances. C'est quoi cette loi? C'est une loi fondamentale qui vient totalement bouleverser l'environnement financier de l'État. Ces lois de finances, la discussion des lois de finances, l'exécution des lois de finances. Il y avait avant et il y a après. Ce texte, on peut aller voir sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, ce site de la barre de ces 2 auteurs permet de lire qu'avec la LOLF, la France s'est dotée d'une nouvelle constitution financière. Bon, ça, on le savait. Mais, avec la loi organique relative aux lois de finances, les 2 auteurs, Didier Migaud et Alain Lambert, disent que la France est rentrée dans une nouvelle ère financière. Or, hasard? Non. La LOLF s'applique pour la première fois le 1er janvier 2002. Ce texte, c'est la façon avec laquelle la France est rentrée dans l'Union économique et monétaire. Lorsque la France est rentrée dans l'Union économique et monétaire, en réalité, elle a fait beaucoup plus que rentrer dans une Union européenne. Je le dis sans embâche, nous l'avons démontré dans l'ouvrage, qui a été d'ailleurs co-signé par Alain Juillet, le général Vatin-Anguard, un général 5 étoiles de gendarmerie, et le général Déanaz, également 4 étoiles de la région Grand Est. Lorsque la France et les autres États sont rentrés dans cette union économique et monétaire, ces États sont rentrés véritablement en guerre. Je vais vite. Le temps que je vais prendre pour expliquer cela est inversement proportionnel au poids de cela dans les raisons de l'introduction de la gouvernance. Pour que l'on puisse avoir un État français qui rentre dans une union économique et monétaire dans laquelle c'est écrit « il y a bien un transfert de souveraineté ». Mais pour qu'il y ait un transfert de souveraineté, il faut que l'État n'ait plus sa souveraineté. Et pour qu'un État vertical n'ait plus sa souveraineté, eh bien, il ne faut plus de gouvernement. Et pour qu'il n'y ait plus de gouvernement, il faut de la gouvernance. Lorsque la France, comme les autres États, sont rentrés dans l'union économique et monétaire, ces États sont rentrés en guerre économique, budgétaire et financière. Ces critères de convergence, on en a tous entendu parler, c'est la fameuse dette et le déficit notamment, et il était écrit dans le traité de Maastricht que les États qui respectent les critères de convergence participeront à la mise en place de la monnaie unique. Bon.
Que signifie participer à la mise en place de la monnaie unique? Ce qui vient à l'esprit, c'est que si on respecte la dette, le déficit, eh bien les États enlèveront le franc, enfin la France enlèvera le franc, mettra l'euro, l'Allemagne enlèvera le mark, mettra l'euro, l'Espagne, l'Italie, la lire, le yen, peut-être pas encore. Mais ces États, donc, enlèveront la monnaie nationale et mettront l'euro. C'est ce qui vient à l'esprit. Si on est financièrement, économiquement apte à rentrer dans l'Europe, eh bien on enlève la monnaie nationale et on en met une autre. Non. Non, ce serait trop facile. Ça ne veut pas dire cela du tout. Et là, je le dis avec des mots qui parlent. Lorsque ces États sont entrés, ils sont entrés en guerre économique, budgétaire et financière. Respecter les critères de convergence, participer à la mise en place de la monnaie unique, ça ne veut rien dire d'autre que faire partie de cette liste très fermée, très convoitée de pays qui, financièrement, économiquement, budgétairement, seront aptes à participer activement à la construction de l'Europe. Autrement dit, les États qui respectent les critères de convergence feront l'Europe. Là, je peux vous assurer qu'il y a des États qui ont très envie d'être, non pas les deuxièmes, ni les troisièmes, les premiers. En revanche, dans une guerre, il y a des champs de bataille. Voilà. Il y a un océan, il y a une prairie, il y a des forêts. Dans une guerre économique, budgétaire et financière, il y a un champ de bataille. Les marchés boursiers, les marchés financiers, les directoires de Dexia, les conseils d'administration des grandes multinationales, il y a aussi les grands conseils d'administration des 24 plus grandes banques du monde. Voilà les champs de bataille. Dans une guerre, il y a des morts. Dans une guerre économique, budgétaire et financière, il y a des morts budgétaires, économiques et financières. La délocalisation, le chômage, la fermeture d'entreprises. Il y a des morts qui sont beaucoup plus spectaculaires, qui ne viennent pas à l'esprit, des morts que l'on peut dire qu'elles sont issues d'un courant étaticide. L'Irlande, mort. L'Espagne, mort. La Tchéquie, mort. Le Portugal, mort. L'Italie, mort. La Grèce, encéphalogramme plat. Ces pays sont morts. Dans une guerre, il y a des armes. Dans une guerre économique, budgétaire et financière, il y a des armes. La spéculation, les taux d'intérêt, les devises. Il était dit qu'au pire de la crise des finances 2008, crise mondiale, les États-Unis ont perdu 350 milliards de dollars en 8 jours. Non, l'argent ne se perd pas. L'argent se déplace. On met un billet de 5 € dans un jean, on le fait bouillir et bouillir. Le jean, il n'y en a plus, mais on retrouve toujours le billet. Non, l'argent ne se perd pas, il se déplace. Pourquoi la gouvernance? Pourquoi, premier élément de réponse, pourquoi l'État français est-il si enclin à favoriser la gouvernance? Tout simplement parce qu'il se rend bien compte que cette vieille forme d'État de 1789, révolutionnaire, si moderne à l'époque, aujourd'hui, n'est plus du tout adaptée dans une nouvelle guerre que la France ne peut pas louper. Les concurrences sont terribles, les combats sont effroyables et les enjeux sont absolument énormes. Énormes. Finalement, cette disparition de l'État et de l'unité et de la souveraineté, on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'un État unitaire et souverain? Voilà. Dans n'importe quelle fac de droit, en première année, on présente ce qu'est un État souverain et unitaire. Un État est unitaire et souverain lorsque vous avez tout ce qui est bientôt là. Le pouvoir, le suspense est à son comble. Un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, je vais vite, une monnaie, les pépettes, la thune, l'armée, la justice, la citoyenneté, la frontière, la population. Oui, ça parle tout ça, hein, ça chante pas, hein, c'est pas du Pavarotti du droit des collectivités ou de la droit. Non, c'est comme ça. La Constitution. Bon, oui, bon. Et maintenant, eh bien, on assiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à la gouvernance, à la disparition progressive d'une certaine forme d'État. Le pouvoir législatif, Parlement européen. Le pouvoir exécutif, le Conseil de l'Europe. Tous les États. Vous verrez, quand on sera à la présidence du Conseil de l'Europe, vous verrez tout ce que l'on va faire. Donc, il y a bien une translation, là, un acte. La monnaie, l'euro. L'armée, la politique européenne de sécurité commune.
La justice. Là, par expérience professionnelle de consultation et de cabinet, si dans un recours ou un mémoire auprès du juge, on dit que finalement, oui, il y a bien une jurisprudence européenne, mais non, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère plutôt la bonne jurisprudence française. Là, c'est mal parti. Hein. C'est mal parti parce que la jurisprudence de la Cour de justice de Communauté européenne s'impose. Et puis, c'est tout. La citoyenneté, c'est tout le passeport biométrique. La frontière, c'est Schengen. La population de la citoyenneté européenne, le titre 2 ou 3 du projet de traité constitutionnel européen qui a été rejeté à 54,8%. Je réponds à toutes les questions. La Constitution. Voilà, on aurait peut-être dû dire que c'était une Constitution européenne. Voilà, ça aurait peut-être été un petit peu plus vite. Voilà, on serait peut-être couché un peu moins tard pendant les débats télévisés. Autrement dit, vous voyez, vous savez, il y a une expression qui dit il faut appeler un chat un chat. Moi, je préfère plutôt celle qui est très personnelle, qui, quand ça miaule et que les oreilles pointues, c'est que c'est un chat. Vous voyez? Donc, quand ça miaule orange, et puis qu'on retrouve la même chose de l'autre côté, à moins de ne pas voir la réalité comme elle est, mais qu'on voudrait qu'elle soit, il faut bien admettre que la souveraineté dont on parlait, n'est plus demain, mais elle n'est déjà plus. Quand on se rend compte qu'une chose a été changée, il faut se dire que c'est déjà le cas depuis longtemps. Cette forme de souveraineté disparaît. Pourquoi ? Simplement parce que l'État dont on a parlé tout à l'heure, qui organise lui-même non pas sa propre perte, non. Ça, c'est contraire à la nature humaine. Non, l'État ne se tire pas une balle dans la tête, certainement pas. En revanche, l'État français, qui a très envie de se dégourdir les jambes aujourd'hui sur une cour de récréation, non pas aux frontières franco-françaises, qui n'existent déjà plus, remarquez, comme ça, mais a très envie de se dégourdir les jambes dans une cour de récréation qui est au minimum grande comme l'Europe des 27 et des 28. Allez, question. Main sur le buzzer. Quel est le pays qui s'est fait financer par l'Union européenne une base avancée auprès de l'Irak et de l'Iran pour surveiller l'enrichissement de l'uranium? Quel est le pays qui a payé à l'Europe ce que les Anglais ont demandé qu'on leur rembourse avec Pay My Money Back? Vous vous souvenez, quand l'Angleterre avait demandé à ce qu'on leur verse ce qu'on leur devait, puisque l'Angleterre n'avait aucun intérêt à rester dans l'Europe. Quel est le pays qui a représenté l'Europe entière au dernier conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza? Quel est le pays qui a reçu la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, avant que ces trois pays n'aillent à la Commission des communautés européennes pour présenter leur budget? Bon, je vous aide. Ça commence par un F. La FUIF? Non, pas la FUIF. La Finlande? Non plus. Non. La France. Hasard? Non. Dans une guerre économique, dans une guerre, il y a de la subversion et il y a de la désinformation. Dans une guerre économique, budgétaire et financière, eh bien, il y a aussi de la subversion et de la désinformation économique, budgétaire et financière. Je réponds à toutes les questions. Il y a deux pays qui n'ont pas très envie d'être ni les deuxièmes, ni les troisièmes. Je vais vite, voilà une situation des États membres par rapport à ces fameuses dettes et ces déficits. Certains pays sont morts. On dit depuis 70, 73, c'est une catastrophe. Depuis 70 et 73, la dette et le déficit augmentent. Ça a été jusqu'à 26,4 millions d'euros de l'heure d'aggravation du déficit. Ces universitaires, ils n'ont que ça à faire que de calculer des trucs comme ça. Ça a été concernant la dette. Concernant le déficit, l'aggravation du déficit a été jusqu'à 7 millions d'euros de l'heure, entre 2009 et 2010. On dit depuis 70, c'est une catastrophe. Bon, avec des collègues, on s'est interrogé sur « Et avant, c'était comment ?» How was it before? C'est de l'anglais, ça, je ne sais pas trop. Mais bon, comment c'était avant? Eh bien, avant, on est allé voir. Eh bien, il y en a qui sont remontés jusqu'en 1540. Bon, moi, je me suis arrêté à la Troisième République. Mais n'empêche que, finalement, lorsque l'on voit ici les efforts que l'État va faire, parce que l'État n'a pas le choix. Si l'État ne redresse pas ses critères de convergence, l'État ne participera pas
à la mise en place de l'Europe. L'Europe sera ce que certains pays en feront. Mais oui, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Si vraiment les critères de convergence, c'était si vous respectez les critères de convergence, vous mettez la monnaie unique. Bon, question de M. Raymond. Et pourquoi on en parle encore des critères de convergence? Mais ça y est, on a la monnaie. Ça y est, on ne devrait plus en parler. Non, on en parle encore, parce que la compétition est plus que terrible entre certains pays, notamment entre la France et l'Allemagne. Lorsque l'on voit les efforts de la France dans le redressement des finances publiques, vous savez, les finances publiques, ça se raconte. Il était une fois les pépettes. Lorsqu'on voit les efforts de la France, on revient à ce graphique, finalement, en économisant plus de 250 000 € de l'heure, je crois que la France ne se sentira jamais aussi bien depuis bien des années. Comment? Mais c'est pas possible. Comment peut-on dire cela? Oui, François Baroin dirait que c'est impossible. Mais c'est pas un souci. Machiavel, le prince de Machiavel. Alors il y a un prince qui se demande comment il va faire pour gérer son territoire. Bon, alors il demande un conseiller. Ok. Faut voir les visiteurs 1, sinon c'est cuit. Comment je fais pour gérer un territoire? Il lui dit, il y a deux types de sujets. Ce n'est pas un territoire qu'on gère. On gère son territoire si on maîtrise le sujet. Il y a des sujets à qui vous dites, tout va bien. C'est extraordinaire. Les oiseaux brillent, le soleil chante. Je vous avais dit que c'était extraordinaire. Hein. Je l'ai dit. Tout va bien. Et votre citoyen ne va pas demander, il va exiger. Et il n'y a plus d'intérêt de lui donner ce qu'il exige, parce qu'il sait qu'il peut obtenir ce qu'il exige. Pourquoi? Parce que tout va bien. Et s'il n'a pas ce qu'il l'attend, là, il soulèvera une armée. Et alors le prince, pas tranquille. Et l'autre, c'est bon, c'est quoi l'autre? Eh bien l'autre, vous lui dites que ça va mal. Mais mal de chez mal. Enfin, jusqu'à Mars, ça ne va pas, c'est une catastrophe. Ce citoyen ne demandera plus rien. Et si vous rajoutez que ça va vraiment mal, il est prêt à des sacrifices qu'on n'ose même pas imaginer. Enfin, si c'est des trucs qui existeraient, c'est purement fortuit. Hein, voilà. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est la culpabilité. Si vous arrivez à lui dire que c'est de sa faute si ça va mal, oh c'est bon ça, c'est très très bon. Parce que non seulement il ne demandera rien, deuxièmement il fera des sacrifices incroyables, et troisièmement de honte, il se fera oublier. Là c'est très bon, vous mettez l'ADSL partout, le gars il sort plus. Voilà, il a l'illusion qu'il a du pouvoir, j'en ai parlé tout à l'heure, il ne sort plus. Vous savez, le pouvoir, il y a une école de guerre, hein. L'école de guerre ça existe. Le pouvoir ça s'apprend, c'est pas un souci. Vous savez l'Irlande, rapidement l'Irlande, on savait très bien que l'Irlande allait mal. L'Irlande avait besoin, il y a 4-5 ans, d'1,5 milliard d'euros. Oui, mais alors, il y avait urgence? Non. Donc, taux d'intérêt, 1,2%. Bon, je fais les réponses et les questions. Hein. Taux d'intérêt, 1,2%. Vous êtes spéculateur. C'est votre métier. Tout petit, déjà, il vendait ses BN dans les cours de récréation. C'est son métier. Hein. Enfin, il préférait les spéculos. Bon, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, on sait que ça va mal. Vous avez l'argent. Combien veut l'Irlande? 1,5 milliard. Oh, attendez. 1,5 milliard. Attendez, c'est dit pof, voilà, 1 million. Vous êtes spéculateur. Votre métier, c'est gagner de l'argent. Vous avez les 1,5 milliard. Oui, parce que vous en avez des billions de milliards en devises. Où ça? Dans les îles Crocodile et Alligator. Et là, en réponse, c'est Caïman la même chose. Bon, bref, c'est pas très drôle. Non, c'est pas très drôle. Bon, vous oubliez. Vous ne serez pas interrogé là-dessus. Hein, bon, bref. Vous les avez. Vous savez, trader, c'est quoi? Trader, il suffit de connaître ses couleurs. Trader, il y a vert, vert clignotant, orange, orange clignotant, puis rouge, rouge clignotant. L'Irlande était verte clignotante. Bon. Il n'y a pas de panique. Laissons l'Irlande se casser la figure. En plus, l'Irlande est quand même un peu eurosceptique. Donc c'est doublement très intéressant, financièrement et politiquement. Eh bien on laisse l'Irlande avoir l'illusion qu'elle est aussi forte que l'Europe, et l'Irlande se casse la figure. 4 ans plus tard,
Ce n'est pas 1,5 milliard d'euros qu'il faut. C'est 95 milliards d'euros. Ce n'est pas un souci, on en a des billions. Seulement, les taux d'intérêt, c'est plus 1,5. Parce que là, ça urge. C'est 9, 10%. Ben, vaut mieux prêter 1,5 milliard à 1,2 ou 95 milliards à 9 ou 10%. Et ben, ça y est, on a choisi. Nous sommes en guerre économique, budgétaire et financière. Voilà pourquoi on a cette gouvernance. Je vais vite. Ça, c'est cette gouvernance européenne, cette gouvernance financière. On ne peut pas comprendre cette notion très peuple, cette notion merveilleuse de la gouvernance. Que je suis dans mon petit village, là, de 525 habitants, on ne peut pas comprendre cette notion-là, qui est une notion absolument redoutable. Redoutable. Cette gouvernance a aussi des implications au niveau local et sur l'État. Je vous ai mis là, bon, c'est la succession de tous les textes, toutes les lois de finances depuis 1999. Bon, on n'y comprend rien, oui, c'est très dense, mais en réalité, vous savez, les finances, ce que je dis à mes étudiants, je dis, vous savez, ce qui est vrai est simple, et ce qui est simple est vrai. Quand c'est compliqué, il faut se méfier. Les choses ne sont pas faites pour être compliquées. Les finances, c'est compliqué. Ça rebute, ça éloigne, ça décourage. Fermez les portes. Fermez les portes. Non, non, c'est fait pour. Pourquoi? Plus c'est comme ça, moins on comprend, moins on s'intéresse, moins on pose de questions, moins on pose de questions. C'est bien. Tiens, voilà ta carte d'électeur, c'est bien. Ne pose pas de questions, comme ça les choses se font. C'est la gouvernance. Puisqu'on est dans un groupe, on ne comprend rien, c'est celui qui parlera le plus fort qui décidera au nom de tous. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le territoire, donc première implication sur les territoires. Je vais vite, il me reste un petit peu 10 minutes, 5 minutes. La cartographie, je fais les questions, les réponses, 5 minutes. Je termine, il ne faut pas abuser. Hein. La cartographie territoriale, c'est celle-ci. Totalement explosée. C'est ça, l'émettement territorial. Un élu au kilomètre carré. 40% des communes ont moins de 200 habitants. C'est un maillage qui est comme celui-ci. La séquence émotion. Voilà ce qu'est le maillage territorial. Dans la Constitution, il a été introduit en 2003, nous sommes en 2012, 3 piliers qui fondent l'acte 2 de la décentralisation. Ces piliers, c'est la subsidiarité, l'expérimentation, les collectivités chefs de file. Ce n'est pas très facile à replacer dans une discussion, mais ces 3 piliers sont fondamentaux. La subsidiarité, ça veut dire que l'État donne aux collectivités territoriales les mieux placées le soin d'agir. Lesquelles? Peu importe. Moi, État, je me retire. Alors qu'avant, je peux vous assurer que l'État n'aurait jamais dit « c'est aux collectivités les mieux placées de faire ». C'est moi, État souverain, qui interviendrai, c'est moi qui dirai qui. Non, là, c'est vous qui gérez cette affaire-là. L'expérimentation, eh bien, la région Alsace à gérer expérimentalement les fonds structurels européens, au lieu et place de l'État français. Si ça, ce n'est pas l'effacement de l'État, ça, je m'appelle Kate Middleton, moi, vous voyez, non, bien sûr que non. C'est vraiment un surpositionnement des collectivités territoriales, donc vous voyez, les collectivités se substituent à l'État. Pourquoi? Parce que l'État se retrouve au-dessus. Collectivité chef de file, ah ben oui, on ne voit rien du tout. Collectivité chef de file, eh bien, c'est une collectivité gérera au lieu et place des autres un certain nombre de compétences. On voit bien que l'État se retire des collectivités territoriales. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que, ici par exemple, c'est la première fois, c'est la première fois que l'on met la loi ou le règlement peut autoriser une collectivité territoriale ou un de leurs groupements. C'est la première fois que l'on dit l'un ou l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et pourtant, juridiquement, ben vous avez quand même les collectivités territoriales qui sont à statut constitutionnel. Ça veut dire que c'est dans la Constitution. Et les autres à statut législatif. Autrement dit, il y a les torchons et les serviettes juridiques. Et ben jusqu'à maintenant, on hiérarchisait. Maintenant, c'est l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ça n'est plus qui, c'est quoi. Quelle est la différence entre une collectivité territoriale et un territoire? Ce mot territoire, ça chante. Non, ça parle. Quelle est la différence entre une collectivité territoriale et un territoire?
Une collectivité territoriale, c'est un élu, un maire, un président de conseil général régional, qui intervient sur un territoire à ses frontières, qui gère des compétences que la loi lui a données depuis des années. C'est immuable. L'administré communal, départemental, régional. Un territoire a à sa tête un élu. Lequel? On ne sait pas. Parce que l'élu sera déterminé en fonction de ce qu'il y a à faire. La chose domine qui? Les compétences dépendront de zones de cohésion sociale, économique, culturelle. Donc ça veut dire qu'une zone de cohésion sociale dans le nord, là-bas, à Picardie, là, tout ça, eh bien, cette zone de cohésion sociale ne sera pas la même dans le sud. Les frontières ne sont pas établies une bonne fois pour toutes. Les frontières sont les frontières des zones de cohésion sociale et géographique. Et les administrés, ce ne sont plus des administrés départements, communaux, régionaux, ce sont des administrés qui auront un intérêt à ces zones de cohésion. Donc, collectivité territoriale, remplacée par le mot territoire. Un territoire se détermine par quoi et non plus par qui. Hasard, la réponse est non. On a une parfaite cohérence dans la notion de gouvernance territoriale. Voilà ce que sera la France. Je vous le dis tout de go, on ne va pas développer. Ce qui étaient les communes, les départements et les régions, c'est fini. Fini. C'est la première fois qu'un code général des collectivités territoriales se trouve sur le site du Légifrance dans sa version 2015. 2015. Au dernier congrès des maires, un élu me demandait, l'État a supprimé l'ATP, a réformé l'acte 2, a réformé tout cela, ça y est, maintenant l'État va laisser les collectivités locales s'adapter. Je lui dis non, ça ne fait que commencer. L'État français lui-même se modifie, se transforme, à travers deux éléments fondamentaux, ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. Eh bien, c'est quoi? C'est le pôle emploi, c'est la réforme de la carte judiciaire, c'est la réforme de la carte hospitalière. Aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, c'est la régionalisation de l'État territorial. Cet État unitaire et souverain que l'on savait tel quel est en train de se déverser, de s'organiser par territoire. L'État devient territorial, les collectivités deviennent des territoires. Il y a une parfaite fusion entre l'échelon étatique et l'échelon des collectivités territoriales. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une Europe fédérale des régions. L'échelon État qui était entre l'Europe et les régions n'existe plus, puisque c'est une Europe fédérale des régions. Mais attention, les régions dont je parle, ce n'est pas les régions de 1982. Ce sont les régions de 2015, c'est-à-dire les 12 régions, puis les 8 régions, avec à leur tête des préfets de régions qui n'ont jamais eu les pouvoirs qu'on est en train de leur accorder à travers ces textes-là. Autre élément, la LOLF, je vous en ai parlé tout à l'heure, la LOLF, c'est une nouvelle gouvernance financière par la mise en place d'un nouveau principe de spécialité budgétaire. Le budget, et je termine, la loi de finances était présentée comment avant? Par ministère, c'est-à-dire qui? Puis par titre. Quoi? Titre 1, titre 2, titre 3. Le fonctionnement, l'investissement, les dépenses militaires, les dépenses civiles, les dépenses liées à l'emploi. Aujourd'hui, c'est terminé. Une loi de finances se présente par mission, puis par programme, puis par action, puis par crédit, puis par objectif. C'est pas peine de répéter, hein, tout ça on ne vous croira jamais. Puis par résultat, puis par performance. Question? Où se trouve le qui? Nulle part. C'est le quoi qui détermine qui. Les ministres sont en dessous de choses à faire en fonction de besoins matériels, en fonction des missions de l'État. Pourquoi la RGPP et la LOLF? Eh bien, la cohérence est totale. La LOLF est aux finances, ce que la RGPP est au service public. Au fond, et je termine, cette gouvernance. Est-ce que c'est une arme anti-État? L'État peut-il organiser sa propre disparition? Sans S, ce serait pas mal, mais c'est pas grave, sommes-nous peu de choses. S'agit-il d'une forme transitoire d'État? L'État peut-il s'adapter à ce point au risque de se perdre? Troisièmement,
La gouvernance est-elle un mode d'organisation définitif du pouvoir? Autrement dit, quel est l'avenir de l'État? Quel est l'avenir pour l'homme? Dans tout ce dont on vient de parler, il y a quand même quelque chose qui n'apparaît pas. Où se trouve l'humain? Où se trouve l'humain? Le Play terminait de ses conférences en disant qu'est-ce qu'il y a de le plus de valeur et quand l'on ressort de la mine. Eh bien, certains diraient l'or, non, le mineur. Le souci, c'est que cette gouvernance n'est pas un hasard. Elle correspond bien à un troisième temps de réforme, après l'organique de l'Ancien Régime, après la mécanique de 1789 à 2002, cette nouvelle ère financière qui démarre en 2002, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère du gouvernique, qui n'est pas terrible, mais c'est à l'image de ce qui se prépare. Eh bien, gageons, espérons que ce qui se fasse soit fait dans l'intérêt de l'humain. Rien de grand ne se fait sans passion, mais rien de durable ne se fait sans l'amour de l'humain. Donc, gageons que très rapidement, le mensonge ne dure pas, mais si l'Europe doit être, je le dis, je préférerais qu'elle soit française. Vu mon anglais, vu mon allemand, c'est très subjectif ce que je dis, hein, mais ce qu'il y a de plus important dans la mine, c'est le mineur. Donc, espérons, prions vraiment pour que très rapidement la place de l'homme soit la sienne et que, oui, eh bien, soyons patients et retrouvons dans ces institutions la notion de service public, d'intérêt général, c'est important. Voilà. Donc, je vous mets là, comme Noël s'est passé, donc je ne fais pas de pub, l'anniversaire, il n'y en a plus. Donc, voilà, l'ouvrage que nous avons rédigé avec, sur l'intelligence économique et les collectivités territoriales, de nouvelles stratégies au service des territoires. Voilà. Merci de votre attention.